Alors, les bobines couplées servent typiquement à transférer de la puissance d'une partie à une autre d'un circuit électrique en changeant le niveau de tension. En d'autres termes, elles servent à fabriquer des transformateurs et on va discuter donc cet aspect plus en détail dans cette section. Alors tout d'abord, je vais introduire encore un nouveau quadripôle qui est le transformateur idéal. Alors, son symbole est montré sur la figure ici. Vous pouvez voir qu'il est similaire mais pas exactement le même que pour les bobines couplées. En particulier, au milieu, on a deux traits ici avec la mention idéale en dessous. Et puis, on n'a pas d'inductance mutuelle indiquée sur le schéma. Par contre, on a un rapport qui peut être indiqué soit N1,2.N2, soit N2.1. Donc, ces deux mentions ici sont équivalentes quand on prend N, le rapport N1 divisé par N2. Alors, les équations du transformateur idéal s'écrivent V1 est égal à N fois V2 et I2 est égal à moins N fois I1. Alors encore une fois, quand le schéma ne donne pas petit n mais donne N1, 2.N2, alors le petit n dans les équations est le rapport N1 divisé par N2. En d'autres termes, pour ce quadripôle, on n'a que la matrice de transfert où les paramètres ABCD sont N, 0, 0, 1 sur N. Regardons tout de suite quelle est la puissance délivrée à ce composant. C'est simplement V1I1 plus V2I2. Mais comme I1 est égal à NV2 et puis I2 est égal à moins N I1, on trouve que la puissance délivrée au transformateur idéal est 0. Alors comme la puissance instantanée absorbée est nulle, on en déduit que la puissance complexe, la puissance active et la puissance réactive absorbées par le transformateur idéal sont toutes 0. Alors mentionnons dès maintenant que le transformateur idéal, comme son nom l'indique, est un composant idéal qu'on ne peut pas physiquement réaliser exactement. Par contre, on peut s'en approcher dans certaines conditions en utilisant des bobines couplées. Enfin, notons la caractéristique fondamentale qui nous intéresse. Ici, le transformateur permet de multiplier la tension V2 par N pour obtenir la tension V1. Et puis pour conserver la même puissance, l'amplitude de I2 est divisée par N pour donner I1. En passant, N est appelé le rapport de transformation. Alors pour les bobines, dans le cas où elles sont parfaitement couplées, on avait obtenu sur une diapositive précédente la relation V1 est égal à N1 sur N2V2 comme pour le transformateur idéal. Toutefois, ça nécessitait qu'on ait des courants qui varient dans le temps. Il fallait des termes DI1 sur DT ou DI2 sur DT pour créer les tensions. En d'autres termes, les bobines couplées ne fonctionnent qu'avec des courants alternatifs. Le transformateur idéal, lui, au contraire des bobines couplées, établit les relations V1 égale NV2 et puis IE2 égale moins NI1 pour les signaux à ces ports, quelle que soit la nature de ces signaux. Donc en particulier, ces contraintes doivent être vérifiées même pour des signaux constants, alors que dans ce cas, les bobines couplées ne marchent pas. En fait, si on regarde la matrice d'impédance pour les bobines parfaitement couplées, en écrivant M égale racine de L1, L2, on a Z de S qui est L1S, racine de L1, L2S, racine de L1, L2S, L2S. Alors, cette matrice d'impédance est essentiellement la définition qu'on avait donnée des bobines couplées. On peut en déduire par les transformations de la table habituelle la matrice de transfert. Et on trouve alors que T2S est égal à N, 0, 1 sur racine de L1, L2S, 1 sur N, où N est égal à racine de L1 sur L2. Alors cette matrice de transfert est la même que pour le transformateur idéal. Au terme en bas à gauche près, qui fait que T2S n'est effectivement pas défini pour les fréquences nulles. Alors comme je l'ai déjà dit, pour transférer de la puissance
d'une source à une charge en changeant le niveau de tension dans un réseau électrique, on va utiliser des circuits magnétiquement couplés pour essayer de s'approcher le plus possible du transformateur idéal. On a vu aussi dans la diapositive précédente la relation entre les matrices de transfert des bobines couplées et du transformateur idéal. Maintenant, dans cette diapositive et dans la diapositive suivante, on va faire une analyse assez similaire pour montrer dans quelles conditions des bobines couplées peuvent réaliser un transformateur quasi idéal, mais en étudiant un circuit typique. Alors ce circuit est celui montré sur la figure ici. On a deux boucles. À gauche, on a ce qu'on appelle le circuit primaire qui contient la source. À droite du transformateur, le circuit secondaire qui contient la charge. Et avec un rapport n pour 1 pour le transformateur, en passant de V1 à V2, la tension est divisée par n, le courant est multiplié par n. Alors notez qu'un transformateur permet aussi de multiplier une impédance par un certain facteur. C'est quelquefois utile, par exemple, pour réaliser de grosses inductances. En effet, si on regarde le circuit ici et si on regarde l'impédance équivalente vue à l'entrée du transformateur pour le dipôle constitué du transformateur et de la charge, alors cette impédance équivalente est V1 divisé par I1. Maintenant V1 est égal à N V2 et I1 est égal à moins 1 sur N I2. Et donc l'impédance équivalente de ce dipôle est N carré ZL. Donc on voit ici que le transformateur peut permettre de multiplier l'impédance de la charge par un facteur N carré ici. Alors regardons le même circuit maintenant, mais avec des bobines couplées au lieu du transformateur idéal. Et puis on va se placer en régime permanent sinusoïdal au lieu d'utiliser des signaux quelconques. Donc, tout d'abord, on a les équations des bobines couplées. La tension V1 ou son phaseur est égal à J oméga L1 fois le phaseur de I1 plus J oméga M I2. Pour le phaseur de V2, on a deux équations. D'une part, c'est moins ZL I2, et d'autre part, on a l'équation des bobines couplées, donc c'est J oméga L2 I2 plus J oméga M I1. Alors de cette dernière équation ici, on en déduit une relation entre le phaseur de I1 et le phaseur de I2, ce qui nous permet dans la première équation ici d'éliminer I1 et d'obtenir une relation entre le phaseur de V1 et le phaseur de I2. Finalement, on peut remplacer I2 ici par moins V2 sur ZL, et on obtient après calcul V1 est égal à L1 sur M V2 plus J oméga L1 L2 moins M carré sur M V2 sur ZL. Alors en particulier, si le couplage est parfait pour les bobines couplées, on a M carré égale L1 L2 et donc il ne reste que le premier terme ici. On obtient V1 est égal à racine de L1 sur L2 V2. Alors cette équation est la même équation que V1 égale NV2 pour le transformateur idéal. Alors maintenant, on va voir ce qu'il en est de la relation entre les courants. Pour ça, on va partir de cette relation ici entre I1 et I2. Et on va toujours regarder le cas du couplage parfait, c'est-à-dire M égale racine de L1 L2. Et dans ce cas, on obtient alors I2 est égal à moins J oméga racine de L1 L2 divisé par ZL plus J oméga L2 fois I1. Donc on voit qu'on peut obtenir I2 égale moins N I1 approximativement, avec toujours N égale racine de L1 L2, dans le cas où oméga L2 est très supérieur à l'impédance ZL. Et dans ce cas-là, on peut effectivement en dénominateur ici négliger ZL et il reste donc bien moins racine de L1 sur L2 I1. En conclusion, on obtient avec les bobines couplées quasiment un transformateur idéal, en régime permanent sinusoïdal bien sûr, dans la limite où le couplage est parfait et aussi où l'impédance de la deuxième bobine, donc oméga L2, est très supérieure à l'impédance de la charge ZL.
Alors notez enfin qu'on retrouve les équations du transformateur idéal, ou quasiment, avec un rapport de transformation n égale racine de L1 sur L2. Alors on avait vu précédemment que l'inductance propre est proportionnelle au nombre de tours de la bobine autour du tore ferromagnétique, donc Ni carré. Alors dans le cas où le coefficient de proportionnalité est le même pour les deux bobines, racine de L1 sur L2 est égale à N1 sur N2, le rapport du nombre de tours de la bobine 1 et de la bobine 2 autour du tore. Enfin, pour terminer cette introduction au transformateur, je voudrais mentionner qu'à partir du modèle du transformateur idéal, il est possible de reconstruire un modèle de bobine couplée générale. Alors ce modèle est montré ici. Il contient tout d'abord un transformateur idéal et puis aussi deux bobines LA et LM. Alors vous pourrez montrer à titre d'exercice que en dénotant le vecteur V, le vecteur V1, V2 et puis I, le vecteur I1, I2, on a la relation V égale L dI sur dt avec L, la matrice suivante ici, qui dépend donc des paramètres LA, LM et N. Et donc on en déduit qu'on peut toujours modéliser des bobines couplées par un modèle comme celui montré ici, en choisissant bien les paramètres N, LA et LM. Une autre façon de voir ça est qu'on peut dire que des bobines couplées sont un transformateur perturbé en quelque sorte. Ici, LA s'appelle l'inductance de fuite et modélise essentiellement les pertes de flux dans le tore ferromagnétique entre les deux bobines. LM ici s'appelle l'inductance magnétisante et modélise le flux qui est commun aux deux bobines. Alors on retrouve le transformateur idéal à partir de notre modèle ici de bobine couplée dans la limite où l'inductance de fuite tend vers 0 et l'inductance magnétisante tend vers l'infini. En conclusion, un réseau électrique tout d'abord est essentiellement un gros circuit électrique qui fonctionne normalement en régime permanent sinusoïdal. On a introduit les notions de puissance complexe, apparente, active et réactive, que vous aurez surtout l'occasion de manipuler dans le prochain cours d'électrotechnique. Et on a vu comment les calculs de puissance peuvent être effectués relativement facilement en utilisant les phaseurs. On a aussi introduit les transformateurs qui permettent de transférer de la puissance d'un endroit à un autre en changeant le niveau de tension. Et on a expliqué comment les transformateurs sont réalisés en pratique en régime permanent sinusoïdal par des circuits magnétiquement couplés. Et en particulier, on a discuté dans quelles conditions les bobines couplées peuvent effectivement s'approcher du transformateur idéal. Donc cela conclut ce qu'on couvrira dans ELE 2611 sur ce sujet. Et avec ces bases, vous serez en mesure d'étudier des systèmes plus concrets et réalistes dans le cours d'électrotechnique ELE 3400.